Bienvenue à tous à cette table ronde qui a pour sujet l'archéoacoustique. Donc les quatre intervenants éminents ici vont vous expliquer un peu de quoi il s'agit et des projets autour de cette discipline. Donc je vous les présente brièvement et après je leur donne le micro. Nous avons Brian Katz, qui est chercheur, acousticien, chercheur à la Sorbonne et à l'université du CNRS, spécialiste de l'acoustique des salles et de la réalité virtuelle, à l'origine d'un modèle qui a été utilisé par deux autres personnes ici. Stéphane Oskerician, qui est responsable audiovisuel du Théâtre du Châtelet, qui est également habilleur sonore dans de nombreuses comédies musicales, et dans le cadre de ces deux casquettes, qui va vous expliquer comment ils ont reproduit l'acoustique de Notre-Dame de Paris au Théâtre du Châtelet pour un concert événement. Stéphanie Pécher, qui vient du milieu des musées, dirigeante d'une société de médiation culturelle qui s'appelle Talkartive, qui crée des expériences de médiation sonore, en fait, autour de la valorisation des œuvres d'art du patrimoine, et qui, elle aussi, va vous parler d'un parcours innovant pour mettre en valeur Notre-Dame de Paris pendant les travaux. Et enfin, nous avons Thibaut Géane, qui est artiste, qui vient de Caen, et qui a une démarche assez différente, qui a été, vous expliquera son parcours, qui a été pris par l'envie de capturer l'acoustique, enfin les signatures acoustiques de lieux qui ont vocation à disparaître, en tout cas à se transformer radicalement, pour les recréer dans des installations artistiques. Donc bonjour tout le monde, merci pour venir. Donc moi je veux présenter un survol rapide des productions de grand public issues de nos projets de recherche autour de Notre-Dame. Donc qui je suis, donc chercheur comme déjà évoqué, en son 3D, acoustique des salles, réalité virtuelle. Donc tout le monde connaît, j'imagine, qu'il y a quelques années, il y a un grand incendie à Notre-Dame. Donc il y a pas mal de choses endommagées, la toile, le plafond, les voûtes, et quelques dégâts aussi sur l'orgue et sur le sol. Et au moment de l'incendie, des gens commencent déjà à discuter la perte de l'acoustique spécifique de Notre-Dame. On commence à interroger qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on peut sauver, est-ce qu'il y a des traces de l'acoustique de cet lieu. Et ce n'est pas juste Notre-Dame, il y a d'autres lieux en Europe qui ont subi des feux dans les dernières 5 à 10 ans. Donc nous, on avait lancé des projets de recherche un peu pour restaurer l'acoustique et pour étudier l'acoustique. Donc pour faire ça, on avait créé un jumeau numérique qui peut reproduire l'acoustique de Notre-Dame. Donc pour faire ça, on a un modèle 3D qui est un peu comme un modèle graphique, mais toutes les surfaces sont définies avec les propriétés plutôt acoustiques et pas visuelles. Et en plus, on avait la chance d'avoir fait des mesures à Notre-Dame 4 ans avant l'incendie. Et donc, on peut calibrer les modèles aux mesures pour donner exactement les mêmes valeurs de plusieurs paramètres acoustiques dans notre modèle. Et c'est ça qui nous donne un peu d'avance de tous les autres labos en acoustique des salles après l'incendie. Et donc, l'avantage aussi des modèles, c'est en plus d'avoir le lieu dans lequel ils étaient créés, c'est facile à modifier. Et si on regarde par exemple Notre-Dame, il a changé pas mal côté architectural depuis des siècles. Et en plus, en termes de décor, il y a pas mal de différences de décoration, de mobilier, des rideaux et des tissus. Donc tout ça, on peut intégrer dans notre modèle. Et une question qui se pose pendant toutes ces recherches, c'est, bon, comme Notre-Dame, c'est un lieu bien connu, tout le monde sont impliqués et intéressés, comment est-ce qu'on, nous, on peut transmettre tous les résultats de nos recherches au grand public? Donc, on avait réfléchi, bon, il y a des congrès scientifiques,
Bon, ça marche bien pour les scientifiques, mais pas pour le grand public. Il y a des lieux comme ça, aujourd'hui plutôt ouverts, mais le système de restitution, c'est pas bien adapté à un rendu audio 3D. Donc, on commence à réfléchir quelles sont des nouvelles possibilités avec les nouvelles technologies pour communiquer ces recherches au grand public. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était un type de visite virtuelle de Notre-Dame. Donc, il y a un concert qui aura lieu à Notre-Dame 2013, je crois, au 850e anniversaire. Il y a un concert. Et nous, on avait l'idée de créer une visite virtuelle de ce concert avec un tapis magique qui vole au-dessus de l'orchestre. Et avec ça, on peut comprendre un peu mieux comment l'acoustique varie dans Notre-Dame. Donc, on a des prises de son de proximité de tout l'orchestre. Donc, il y a 45 pistes. On a un autre modèle et on avait défini un petit trajet. On a simulé, côté graphique, un modèle bien détaillé avec des représentations de différentes pièces d'orchestre. On a tout assemblé dans un système réalité virtuelle et on a même créé une version dans YouTube 360. Donc ça, c'est téléchargeable, tout le monde peut regarder. Et là, on a un extrait de 5 minutes de ce concert comme vous étiez sur place. Après, il y avait l'incendie, il y a le Covid, et si tout le monde se souvient, le confinement, on ne peut pas faire grand-chose à l'extérieur. Et donc, nous, pour le premier anniversaire de l'incendie, ou pas commémoration de l'incendie, ce n'est pas un anniversaire, on avait l'idée de étendre cette concert de 5 minutes à la concert entière et donner tout le monde la possibilité d'écouter. Et donc, on a reproduit le même concert, mais à juste 4 positions d'écoute, en binaural et en streaming sur le web. Et donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Donc, après, nos recherches ont avancé, on a pensé d'autres idées. Donc, on a travaillé avec une autre boîte de production qui fait les fictions radio. Et l'idée, c'est de créer quelque chose qui intéresse le grand public, mais sans trop de détails techniques. Donc, ils ont créé une fiction radio dans laquelle tous les événements qui passent à Notre-Dame, en fait, passent dans notre simulateur. Et là, il y a une histoire avec Victor Hugo qui a un peu de problème d'écriture et il est visité par une muse qui le téléporte dans le passé de Notre-Dame et il fait des expériences dans l'acoustique de Notre-Dame. Donc ça, c'est gratuit en français et en anglais avec une collaboration avec Audible. Donc après ça, il y a le projet avec le Châtelet qui veut recréer un concert en direct, en live, mais pas dans l'acoustique de Châtelet, mais dans l'acoustique de Notre-Dame. Donc on a collaboré, mais je dis rien de plus. Et je laisse le monsieur de Châtelet parler de ça. Et après ça, on avait l'idée que même le petite fiction radio, c'est intéressant, mais il n'y a pas suffisamment d'informations scientifiques ou grand public sur l'acoustique de Notre-Dame. Donc, on a créé un deuxième projet qui est un type de audio guide géolocalisé où on peut balader autour de Notre-Dame et il y a des restitutions de l'acoustique de l'intérieur à différentes époques aussi avec plein d'informations sur l'histoire de Notre-Dame. Mais je ne dis pas plus parce que ça, c'est le projet de Stéphanie. Et la dernière, c'est un peu prédictif. Donc, à la fin du 24, avec le CNSMDP, on a un concert prévu pour la réouverture de Notre-Dame qui doit être le 8 décembre, si je me souviens, du 24, où on a un concert en streaming avec des pièces de musique écrites à différentes périodes dans l'histoire de Notre-Dame qui sont jouées dans l'acoustique de cette période de Notre-Dame. Et après ça, c'est juste des remerciements à tout le monde impliqué dans ces différents projets. Tous les QR codes, ils fonctionnent et si vous avez des questions, on voit ça après. Mais l'idée, c'est qu'on parle avec les autres. Bonjour, donc Stéphane, Théâtre du Châtelet. Le projet, donc, comme le disait Brian, s'appelait Notre-Dame au Châtelet. C'est un projet qui a été imaginé par un chef d'orchestre qui s'appelle Hervé Niquet et qui a la tête du concert spirituel.
Et Hervé Niquet n'était pas en France lorsque la cathédrale a brûlé. Par contre, il était à Paris 1 an plus tard, au moment où il y a eu ce grand moment que nous avons tous vécu du confinement et des moments où Paris était vide. Et il s'est promené du côté de Notre-Dame un soir et il a eu l'idée de se dire que ce lieu, à un moment donné, va être en travaux. Les travaux avaient déjà commencé. Et surtout, va être de nouveau opérationnel. Et il a eu l'idée de faire un projet au Théâtre du Châtelet et qu'à l'intérieur du Théâtre du Châtelet, on entende dans un premier temps les travaux en train de se faire. Et ensuite, pendant que l'entrée publique se fait, les travaux se font. Et ensuite, le concert commence. Et le concert avec une acoustique de Notre-Dame restituée, reconstituée complètement au sein du théâtre. Il n'y avait pas que le son d'ailleurs dans ce projet. C'était un projet dit immersif, comme on fait aujourd'hui beaucoup. Ça impliquait le son, mais aussi un habillage vidéo qui habillait la salle complètement. Voilà. J'ai eu la chance qu'on me propose de faire le son de ce concert absolument exceptionnel. Et évidemment, comme j'ai bien vu que le maître d'œuvre était le chef d'orchestre, j'ai cherché à le joindre. Et c'est quelqu'un d'absolument incroyable, extrêmement ouvert, un peu fou dans sa folie, c'est-à-dire qu'il est prêt à vraiment tout, à tout essayer, à tout entendre, et à partir du moment évidemment où ça sert le projet. Et donc le projet s'est fait en 2 temps. D'abord la conception du son de travaux pendant l'entrée publique, puis ensuite la restitution de l'acoustique. Alors, les travaux publics, j'avais moi l'idée de faire de la prise de son à Notre-Dame, ce qui, effectivement, à un moment donné, a eu lieu. Vous me voyez là sur le site en train de faire de la prise de son. Avec je ne vais pas sur Mars, hein, je vais simplement à l'extérieur de la cathédrale, et j'ai eu cette chance de visiter Notre-Dame complètement en chantier. Et donc, j'ai eu la chance d'y faire de la prise de son et d'intégrer cette prise de son de travaux se faisant dans cette ouverture de salle publique. Mais il y a aussi une autre dimension à ce projet, c'est-à-dire que j'ai bien compris que ce projet Notre-Dame du Châtelet était aussi intégré dans tout ce comité scientifique qui s'est mis en place dès le lendemain de l'incendie, un comité regroupant des historiens, des chercheurs, des acousticiens, des gens du CNES, bref, toute une liste de gens qui travaillaient sur ce lieu. J'ai eu la chance qu'on me communique certains noms de personnes, et j'ai vu dans cette liste le nom de Mylène Pardoën. Alors, je ne sais pas si Mylène Pardoën vous parle, mais de mon point de vue, je l'ai connue en faisant du repassage. Quand je fais du repassage, il faut le savoir, j'écoute des podcasts. Bon, l'anecdote est assez cocasse. Je me balade dans les podcasts de France Culture, France Musique, etc. Et je vois un sujet, Mylène Pardoën, qui parle d'archéologie sonore. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'écoute l'émission et en fait, je me rends compte que cette femme travaille à restituer les ambiances sonores au fil du temps. Et notamment, là, elle nous faisait écouter un extrait d'une rue parisienne, 16e ou 17e 17e, merci beaucoup. Donc, elle a reconstitué ça en recherchant quels étaient les maîtres d'œuvre, qui étaient les gens qui travaillaient dans la rue, quels étaient les artisans en train de travailler, les animaux qui éventuellement passaient, tous les moyens de transport, etc., qui étaient à disposition et qui pouvaient passer dans une rue, et à reconstituer un paysage sonore. Cette chose-là m'a vraiment fasciné. Et quand j'ai vu le nom de Mylène Pardoën dans ce comité, je me suis dit, c'est l'occasion, je veux parler à cette femme de toute façon depuis ce podcast, et c'est peut-être l'occasion éventuellement de travailler ensemble. Je contacte Mylène. Et Mylène me dit, mais absolument, j'ai des enregistrements de Notre-Dame qui pourraient peut-être vous intéresser pour faire cet avant-projet. J'ai notamment une espèce de time-lapse. J'ai enregistré pendant 24 heures à l'extérieur de Notre-Dame des sons du chantier, de la rue, etc. Alors, je dis, mais ça, c'est formidable. Et puis elle me dit aussi, chemin faisant, il y a quelqu'un avec qui vous devriez quand même travailler, hein, pas pour la partie vraiment effet son du début des travaux, mais
peut-être pour la partie reconstitution de l'architecture de Notre-Dame au Châtelet, c'est un certain Brian Katz. Je ne connaissais absolument pas. Et donc, elle me dit, prenez contact, je pense que ça peut vous intéresser. Donc, je contacte Brian Katz, qui me dit en visio, hein, c'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer Brian aujourd'hui, qui me dit par visio qu'effectivement, oui, il me décrit ce qu'il vous a décrit, c'est-à-dire qu'il a fait les mesures complètes de Notre-Dame en 2015. Bon, donc ça, c'est effectivement très intéressant. Maintenant, encore faut-il l'adapter pour un dispositif de haut-parleurs d'une salle de spectacle. Alors, le théâtre du Châtelet est assez bien équipé en termes de haut-parleurs. N'empêche qu'il faut quand même faire un léger travail pour adapter tout ça. Je vais maintenant peut-être vous parler d'un autre pan pour l'acoustique du lieu qui concerne la marque de haut-parleurs que nous utilisons au théâtre du Châtelet. Je n'ai pas vraiment d'action pour cette marque, mais enfin quand même, je lui suis très fidèle depuis des années. C'est la marque qui s'appelle DNB. Et DNB a développé un outil qui s'appelle le Soundscape, qui permet pas mal de choses. Ce n'est pas le seul d'ailleurs à développer ce genre d'outil, mais DNB c'est le Soundscape, qui permet entre autres, l'outil permet entre autres de reconstituer des acoustiques de lieux dans des salles de spectacle. Et ça, je le savais évidemment avant que le projet Notre-Dame se concrétise. Et quand Notre-Dame s'est présentée, je me suis dit, ça serait bien qu'on l'écoute en salle. Et DNB est venu dans la salle du Châtelet, a installé son système et nous a fait écouter une des acoustiques possibles, qui est une cathédrale, qui n'était pas Notre-Dame, mais qui était une cathédrale. Et simplement, comme ça, avec un enregistrement qu'on leur a donné, j'ai entendu le résultat et j'étais absolument bluffé par la limpidité, l'espace, pas du tout le côté dont on pourrait s'attendre de ce genre de choses, pas du tout l'effet d'une réverbération avec des queues de réverb très très gênantes, mais quelque chose de très très naturel, très, très beau. Pour cela, on a utilisé le système de diffusion qui est en place chez nous, c'est-à-dire on a 3 points de diffusion frontale, hein, un cluster central et puis un gauche-droite, et puis aussi un certain nombre de haut-parleurs qui entourent la zone publique, donc du surround. On a 8 haut-parleurs DNB qui font le tour par niveau. Voilà. Et le résultat était bluffant. Et c'est en entendant ce résultat que je me suis dit, mais je vais peut-être proposer une idée un peu folle, c'est que Brian discute avec DNB et pourquoi pas intègre ces résultats dans l'infrastructure DNB. C'était pas gagné d'avance parce que DNB a un protocole extrêmement strict au sujet des acoustiques de lieu. Ils font 144, pas 145, pas 143, 144 points de mesure par lieu et des réponses impulsionnelles en fait, hein, dans différents lieux, à peu près toujours le même protocole. Et ensuite, à partir de là, reconstitue une cathédrale, une salle de spectacle réverbérée, un lieu plutôt mat, etc. Brian, je pense que tu avais beaucoup plus que 144, bien évidemment. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible ? J'ai fait les présentations, les e-présentations, et j'ai laissé ces messieurs discuter entre eux. Et il s'avère qu'en faisant le point, voilà, comme ça, de manière un petit peu parcellaire, je me suis rendu compte que la rencontre a eu lieu, que Brian a absolument discuté et a mis à disposition ses données à DNB, et que DNB a accepté, pour ce projet en particulier, d'intégrer les données de Brian pour le Soundscape. C'est-à-dire que absolument que pour ce projet-là, c'est-à-dire que si vous achetez un Soundscape aujourd'hui, il n'y a pas Notre-Dame de Paris dans les presets, mais pour le projet Châtelet, ils ont accepté de faire le job. Et je remercie vraiment beaucoup Mathieu et toute l'équipe, Mathieu Delquigne et toute l'équipe de DNB qui a quand même fait ce projet de développement de manière gracieuse pour notre projet et pour un résultat qui était assez impressionnant. Voilà. Donc, évidemment, ensuite, il y a mes oreilles, très bien, pour le résultat sonore. Il y a aussi les oreilles du chef d'orchestre. Je vous ai dit que c'est quelqu'un d'un peu fou, mais raisonnablement fou. C'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui a une extraordinaire oreille et je pense une attente de ce qui se passait. J'essayais de le rassurer beaucoup. Par exemple, je lui disais que Notre-Dame de Paris, c'est très bien, mais que Brian travaillait aussi à
ce qui se passait dans le temps, c'est-à-dire Notre-Dame 2015, mais aussi Notre-Dame d'avant. Et j'étais assez attentif sur le répertoire qui allait être joué. Et le répertoire était un répertoire 19e, milieu, fin 19e, Saint-Saëns, etc. Je crois, Brian, tu vas me dire si je me trompe, que l'acoustique n'a pas vraiment beaucoup évolué, ou je me trompe peut-être complètement, entre le milieu, fin 19e et... ou beaucoup. Il faut que tu prennes le micro. Il faut que tu prennes le micro, je crois, pour te faire. Ça a changé en 87. Bon. Donc, il y a quand même eu une modification. Et donc, j'ai parlé de cette période historique pour que, justement, on soit au plus proche de ce que pouvait sonner Notre-Dame à l'époque où Saint-Saëns et Gounod avaient composé leurs œuvres. Et donc, nous faisons nos réglages. Le dispositif, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, le dispositif microphonique était extrêmement simple. Autant le dispositif haut-parleur est quand même assez conséquent, hein, ça fait une centaine de haut-parleurs en tout finalement, qui sont déjà en place. Hein, on n'a rien rajouté par rapport à notre infrastructure de base. Et par contre, sur le plateau, nous avions 26 chanteurs. C'était un chœur a cappella, hein, donc soprano, voilà, alto, ténor, basse, chœur a cappella et un orgue. Voilà. Donc, pour cette prise de son de chœur, je suis resté extrêmement simple. Il y avait 8 micros. Voilà. 2 par type de voix. Et nous avons fait nos réglages. Ça nécessite un petit apprentissage de mixer en soundscape. Je vous avoue que ce n'est pas complètement automatique. C'est d'autres habitudes de travail. Mais très rapidement, du son est sorti que j'ai trouvé extrêmement satisfaisant. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'évidemment, l'ultime juge, pour moi, c'est le chef d'orchestre. Et donc, à partir du moment où j'ai estimé que c'était possible, je l'ai fait venir et écouter en salle. Et là, il y a eu du silence. Il y a eu beaucoup, beaucoup de silence de sa part. Et il s'est tourné vers moi et il m'a serré la main. Voilà, de manière fraternelle et chaleureuse, ce qui voulait dire que le pari était gagné. Et j'avoue que même moi, j'étais assez bluffé par ce qui s'est passé ce jour-là. Petite précision, je vous parle des surrounds. Les surrounds donc, sont vraiment derrière la zone publique, hein, c'est-à-dire ils sont en hauteur du dernier rang qui est le plus au fond de la salle. Ce qui fait que quand même, il a fallu, à ma demande, condamner peut-être les 2-3 premiers rangs qui étaient le plus proches des haut-parleurs, qui, à mon avis, n'avaient pas toute la sensation du son. Ma grande surprise a été qu'en fait, il me semblait qu'il y aurait, on va dire, un sweet spot, c'est-à-dire un endroit où, lorsqu'on se place, c'est ici et pas ailleurs que le son est formidable. Et j'ai profité du temps de répétition pour aller écouter ce qui se passait partout. Quasiment partout, c'est-à-dire du premier rang jusqu'au plus lointain du dernier rang. Et là, c'est vraiment extrêmement bluffant parce que on perçoit en fait que la source sonore est bien là. Et pourtant, on a une sensation d'espace absolument incroyable sans que l'on soit gêné par une espèce de chose qui se passerait comme ça au-dessus de sa tête. Tout se passe quand même dans un espace qui semble être vraiment la cathédrale. Donc, l'expérience a été extrêmement concluante et je ne sais pas où j'en suis. Je pourrais continuer beaucoup, hein. Je crois que je suis arrivé au bout de mes 10 minutes. Je vous remercie de votre écoute. Bonjour à tous. Stéphanie Pécher, je dirige, comme l'a dit Franck, une petite boîte de prod qui fait de la médiation culturelle et nouveaux médias. En gros, quand un musée ou un lieu du patrimoine a besoin de faire une visite qui sort un peu des sentiers battus et qui utilise le son comme vecteur d'appropriation culturelle, c'est à nous qu'on fait appel. Et je suis là pour poursuivre le débat sur le sujet de l'archéologie sonore qui devient un patrimoine commun au travers d'un projet en cours qui s'appelle Notre-Dame Whispers, Notre-Dame Murmure, qui est une visite audio immersive utilisable via un téléphone, via application et un casque audio, qui permet à tous les curieux qui aborderaient les alentours de Notre-Dame de découvrir son histoire sonore et musicale. C'est un projet qui verra le jour au printemps de l'année qui arrive, en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol, et dont le but est de mettre en valeur les recherches d'un groupe auquel appartient et que dirige Brian Katz, qui s'appelle FEND, The Past Says Years at Notre-Dame, le passé s'écoute à Notre-Dame. Et pour que vous compreniez, mieux vaut regarder le teaser.
Ok. Bonjour. Ferme les yeux. Ma voix te guide, les sons t'enveloppent. Je suis Notre-Dame de Paris. Voici mon histoire. Retissons ensemble les fils de ma mémoire. Ces hautes tours, ces galeries ornées de statues, tout me revient en tête maintenant, ordonné, à sa place. Allons nous balader ensemble. Écoutons la musique de mes orgues, les chants des plus grands artistes, les prières chuchotées, les rythmes des outils de mes bâtisseurs, la volée de mes cloches. Alors si tu veux, revenons au tout début de mon histoire. Je la laisse parler. Attends. Ah, je m'en réjouis d'avance. Ok. Bon, tout ça pour vous expliquer ce qu'on peut faire lorsqu'on nous donne un matériel sonore qui est particulièrement divers, on va en parler maintenant, et qu'on peut transformer ce matériel sonore en visite audio immersive. Je vais prendre le contrôle. Ok. Voilà. Donc, le groupe FEND de Past Azirs à Notre-Dame, c'est des chercheurs de disciplines diverses et variées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des archéologues du paysage sonore. Stéphane vous a parlé de Mylène Pardoen. Donc, le travail de cette dame et des gens qui travaillent avec elle, c'est de reconstituer toutes les sémiologies de sons qui ont entouré Notre-Dame au fur et à mesure du temps. Depuis 1163, les débuts de la construction, jusqu'à la restauration qu'on est en train de vivre. On a aussi des acousticiens représentés par Brian Katz, et leur travail à eux, c'est de développer des modèles acoustiques virtuels du bâtiment à différentes époques de son histoire, sachant que le bâtiment a eu des acoustiques différentes en fonction des modifications architecturales, des modifications de mobilier, de décors. Ensuite, on a aussi des musicologues, des gens qui étudient les productions sonores, les productions musicales qui ont été faites dans la cathédrale à différents moments de son histoire. Et puis, on a aussi des historiens et des historiens d'art qui étudient plutôt l'impact du mobilier et des décors sur l'acoustique. Lorsque je suis arrivée dans ce groupe, il y avait 2 ans et demi de recherche déjà, un matériel sonore énorme, des enregistrements dans des acoustiques virtuelles, des enregistrements de Mylène Pardoen, des études sur comment est-ce que l'acoustique peut être impactée par la présence de grands tableaux ou de tentures ou de revêtements du sol. Et on m'a dit, raconte une histoire au grand public à partir de ça. Pas simple. Sujet élitiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, on s'est rendu compte que si on crée une visite dans laquelle le narrateur personnage était Notre-Dame elle-même, sous les traits d'une grand-mère attendrissante, si elle s'adresse au visiteur et qu'elle lui partage des souvenirs, des anecdotes de sa vie, au cours desquelles on pourrait mettre en place un petit peu tout ce matériel sonore, on arriverait à créer une visite qui était plutôt sympa. On a étudié les lieux, et on s'est rendu compte que Notre-Dame, même fermée au public, continue d'attirer des centaines et des centaines de curieux chaque jour. Des gens qui viennent se rendre compte de l'avancée des travaux, qui essayent de se poser la question des raisons de l'incendie. Enfin bon,
ou qui veulent tout simplement savoir à quoi va ressembler Notre-Dame dans moins d'1 an. Ils restent, comment dire, ils viennent tous sur le parvis et en étudiant le site aux alentours, on s'est rendu compte qu'il y avait une balade qui était assez confortable à faire, qui permet de passer par les quais et qui, par la même occasion, permet d'allier ce qu'on pourrait écouter à ce qu'on peut regarder. C'est ce qu'on fait dans la médiation culturelle, c'est mon métier, c'est d'essayer de faire le pont entre une œuvre d'art et un visiteur. Et ça nous paraissait assez hors propos de développer une visite ou une expérience audio immersive sur Notre-Dame sans être au contact du monument lui-même. Donc on a essayé de trier un peu tout le matériel sonore de Brian et de le classer par stations d'écoute depuis lesquelles le visiteur pourrait regarder quelque chose qui serait le début d'une histoire racontée par Notre-Dame. Tout ça, ça va être installé dans une application, mais à cette époque-là, on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va le faire. On se rend compte, par exemple, qu'à la station 2, où vous êtes sur le pont au double, entre l'île de la Cité et la rive gauche, vous avez une vue imprenable sur les tours de Notre-Dame. Dans les tours de Notre-Dame sont cachés ses trésors les plus importants, ses cloches. C'est l'occasion pour le visiteur de monter dans les cloches, dans le beffroi, avec Notre-Dame, et de rencontrer le bourdon, sa cloche la plus grosse et la plus grave, et de vivre sa mise en volée depuis l'intérieur du beffroi, le tout virtuellement bien entendu. Pareil pour la station 3, autre exemple, lorsque vous êtes sur le quai Montebello, vous êtes juste en face de l'ancien chantier de construction médiévale. C'était l'occasion d'aller chercher tout le matériel sonore accumulé par Mylène Pardoen au château de Guédelon, qui est un château où les archéologues reconstruisent un château médiéval à la manière des artisans du Moyen-Âge, donc qu'avec les outils du Moyen-Âge. Et elle enregistre les gestes des artisans. Nous, on a utilisé ces gestes-là et on les a intégrés dans une création sonore. D'accord ? Et ainsi de suite sur les 6 espaces. Comment est-ce qu'on réussit à traduire ça au public ? Il fallait le faire via une application mobile qui, en gros, est une application un peu gamifiée. Le visiteur est invité à recomposer la mémoire sonore de Notre-Dame que vous voyez sur la gauche, qui est largement inspirée des vitraux du Moyen-Âge. Et donc, quand le visiteur arrive, qu'il a téléchargé son application, qu'il a son casque sur les oreilles, il arrive sur une zone où il est géolocalisé. Le téléphone va vibrer, va lui dire « Tiens, Notre-Dame a une mémoire à te raconter. » Et toi, en l'écoutant, eh bien, tu lui redonnes ses couleurs et tu places chaque souvenir, donc chaque médaillon correspond à un souvenir, tu le replaces à sa place dans le vitrail et ça recompose la mémoire sonore de Notre-Dame. Tout ça, ça se fait sur l'application Echo of Notre-Dame de Paris. Ce sera disponible sur Google Play et sur App Store dans 3 langues, en avril normalement. Ok, ça se présente de manière assez simple. Comme je vous le disais, vous arrivez dans un endroit, votre téléphone vibre, vous récupérez le souvenir. Notre-Dame s'adresse directement à vous, vous raconte son histoire. Vous l'écoutez dans le player multicanal qui nous permet d'avoir un rendu en binaural et bientôt en binaural statique et bientôt en binaural dynamique. On aura donc le tracking de la position de la tête en même temps. Vous recomposez la rose des souvenirs de Notre-Dame et comme on est financé par la recherche publique, il fallait aussi des ressources additionnelles. Donc, vous avez accès à un espèce de petit build qui vous donne une galerie iconographique et des ressources additionnelles avec un glossaire des termes complexes et les articles des scientifiques qui, encore aujourd'hui, développent leurs recherches. Et ce sera jusqu'à la fin de l'année ? Ok. Voilà. Et donc, c'était ça la grosse question. Archéologie sonore ou archéoacoustique, parce que dans Fend, il y a un peu les 2 domaines, c'est écouter les sons du passé. Mais pour retranscrire les sons du passé dans le cadre de création sonore, il fallait trouver une solution pour que l'audio 3D soit accessible à tout le monde, à l'extérieur, dehors. Et donc pour nous, utiliser le son binaural, c'était la meilleure solution. Ça permet de mettre le visiteur au centre des préoccupations, au centre de la scène sonore, et c'est le métier du médiateur finalement que de faire ça. Ça permet via un design sonore un peu méticuleux de pouvoir créer une intimité très très particulière avec le visiteur, sachant que pour nous, le son est complémentaire de l'observation. Ça permet de réveiller un peu d'émotion, ça permet peut-être, même certainement, de mieux retenir les informations, parce qu'on fait appel à 2 sens au lieu d'un. Et puis, c'est un
un sacré vecteur d'imaginaire. On a tous un imaginaire différent. Il n'y a rien de mieux qu'un podcast, même qu'on écoute pendant qu'on est en train de faire son repassage, pour essayer de se représenter un monde virtuel. C'est ce qui marchait le mieux. Et on est particulièrement content d'avoir presque fini de développer ce projet. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre tout ça en photo. Si vous avez envie qu'on en discute un peu plus, il y a ma carte de visite sur le côté gauche. À droite, pour ceux qui ont Android, parce que pour l'instant, c'est pas encore dispo sur l'App Store, vous avez une version bêta de l'app. Et puis, pour suivre un petit peu le développement de tout ça, c'est sur ecoapp.art. Merci. Donc, je suis Thibaut Géhan, moi, je suis artiste plasticien, donc j'ai fait plutôt des études d'art. Plutôt de la vidéo, donc je suis arrivé dans le son en fait au fur et à mesure de ma pratique professionnelle, et j'ai eu envie il y a quelques années, donc en 2017, de travailler sur un projet de conservation d'acoustique de bâtiments amenés à être détruits. Donc l'idée c'était vraiment de partir du constat que le paysage urbain change très rapidement. Il y a très peu de ruines, voire il n'y a pas de ruines en fait, des bâtiments qui sont soit à l'abandon, ils sont très vite remplacés. Donc il y avait cette envie de garder en mémoire, non pas par l'image, là où j'interviens habituellement, mais par le son, archiver en fait les acoustiques de bâtiments amenés à être détruits. Donc pour ça, moi je connaissais absolument pas la réverbération, je ne connaissais absolument pas la réverb à convolution. Donc je me suis entouré de personnes, j'ai cherché des financements et j'ai commencé sur un première série. L'idée assez vite, ça a été de développer une forme de protocole, c'est-à-dire que l'intérêt pour moi, c'était d'avoir une série par ville. Donc j'ai délimité un territoire, et donc j'ai commencé une première version que j'ai baptisée version pilote, à Hérouville-Saint-Clair en Normandie, là où je vis, qui est une ville nouvelle, avec des architectures complètement différentes et parfois un peu folles, entre années 60 et 80. Et l'idée, c'est d'intervenir sur une ville, enregistrer, en tout cas déterminer 3 bâtiments amenés à être détruits, composer une série avec ces 3 bâtiments et les mettre dans une pédale d'effet. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier de cet objet. Donc la pédale d'effet, c'est un objet, un instrument même qu'on pourrait dire qui permet aux instruments d'appliquer un effet. Donc là, l'idée, c'est d'appliquer la résonance du bâtiment amené à être détruit. Et donc, donc sur la première série, donc sur cette première série, j'ai déterminé 3 bâtiments. Donc il y a un gymnase, une maison d'un quartier pavillonnaire, et il y a le préau d'une école primaire, qui ont été tous les 3 détruits, sauf l'école primaire a priori de mémoire. L'idée de ces objets, qui sont pour moi plus des sculptures que des outils ou des instruments, l'idée c'est que sur chaque série, j'invite un ou une artiste différente à intervenir sur l'objet. Donc je lui donne carte blanche sur la réalisation de la pédale. Donc ça va de la forme du potentiomètre qui permet d'activer la résonance jusqu'à la boîte qui contient la pédale et l'impression ou l'édition d'un objet carte blanche. Donc chaque série est tirage unique en fait. Il n'existe qu'une seule de ces pédales qui sont visibles ici. Et l'objet carte blanche, donc sur cette première série, c'est Lucas Burtin qui est artiste à Lille, qui est intervenu, donc a proposé 3 éditions, 3 sérigraphies en fait, inspirées des lieux qui ont été détruits. Rentrer rapidement dans la partie technique, je me suis entouré d'un programmeur et d'un concepteur pour créer la pédale. Donc c'est à partir d'un Raspberry et d'une P-Sound. Donc voilà, fallait que tout rentre dans la boîte. L'idée c'était de pouvoir que cette pédale puisse contenir la résonance et d'ajouter juste un filtre dry wet, donc pas plus d'effet que ça, juste voilà, on dose la résonance et l'ajout de résonance sur le son qui est émis, sur le son qui est émis. Donc voilà l'intérieur des prototypages, donc c'était en 2020. Suite à cette réussite moi je savais absolument pas si j'allais réussir à aller au bout de ce projet.
il fallait intervenir sur la partie exposition, comment activer ces résonances-là. Donc j'ai entamé un autre chantier qui est la proposition d'installation sonore, donc qui est la plupart du temps visible dans des espaces d'exposition. Pardon. Donc cette installation, l'idée c'était de pouvoir, moi en tant qu'artiste, venir partager ces objets et pouvoir transporter une série de 3 pédales. Donc j'ai commencé à imaginer en fait un objet qui, comme la pédale, en fait, s'inspire voilà, cette iconographie de la musique, essayer de transformer, ou en tout cas de produire un fly case pour transporter une série. Et ce fly case servirait de support d'exposition. Donc ça, c'est les prototypes. Je vais passer vite au résultat final. Tac. Donc cette installation fonctionne de manière à ce que, une fois que la boîte est ouverte, l'objet serve en fait de dispositif d'écoute. Donc chaque pédale sont posées sur ce socle finalement. 3 moteurs tournent les potentiomètres et activent les résonances de chaque pédale, donc une pédale, un lieu, et appliquent voilà, l'effet de résonance en fonction de la composition. Donc sur cette première installation, moi ce qui m'intéressait, c'est quand j'ai découvert les lieux à Hérouville, j'ai découvert des lieux vides. J'avais eu rendez-vous avec la mairie qui m'avait donné accès aux lieux, mais j'ai rencontré absolument personne, ni habitant, ni usagers ou usagères de ces lieux. Donc je suis allé retrouver des personnes qui ont vécu ou eu des activités dans ces lieux. On a échangé sur leur rapport en fait à ce bâtiment. Le monsieur par exemple qui avait vécu dans sa maison avait été délogé parce que il vivait au-dessus, enfin sa maison était au-dessus d'anciennes carrières, donc il y avait des risques d'affaissement. J'ai rencontré une escrimeuse qui pour elle avait un moins d'affect dans la destruction de son gymnase par exemple. Donc voilà, ces 3 voix en fait se mêlent dans une composition. Je montrerai un extrait à la toute fin. Et la résonance de ces lieux vont s'appliquer sur ces voix, qui vont remettre finalement d'une certaine manière les personnes dans les endroits où ils ont vécu ou une activité. Donc ça, c'était le chantier de construction en résidence, un centre d'art 2 angles à Flers. Donc voilà le résultat final, la valise dépliée. Donc on voit bien les engrenages qui remplacent les potentiomètres en plastique de la première série, qui sont remplacés voilà, par des engrenages et qui permet la rotation. Donc tout est synchronisé, c'est-à-dire qu'il y a une composition qui passe dans les pédales et synchronisée sur un fichier MIDI voilà, qui active la rotation des potentiomètres. Et je vais finir sur les 2 dernières séries. Donc celle-ci, celle dont je viens de parler, était celle à Hérouville-Saint-Clair. Et suite à cette série, j'ai été contacté par un groupe de musique à Caen qui s'appelle Veik, qui m'a proposé une collaboration. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était aussi d'essayer de travailler avec des musiciens qui ont l'habitude en fait d'utiliser ce genre d'objets. Et donc l'idée de ce projet, c'était d'intervenir à l'ancienne maternité de Caen, qui a été détruite l'été dernier, et d'aller tous ensemble trouver 3 espaces dans cette maternité, enregistrer 3 résonances pour les 3 musiciens. Donc finalement donner un effet à chaque musicien. Donc il y avait un batteur, et un guitariste, et il y avait Adrien qui était au clavier. Et de chercher voilà, leur résonance. Et eux, l'idée était vraiment de composer un morceau dans le CHR. Donc ils ont travaillé à partir de la résonance naturelle. Et le résultat est un concert à la fin, donc c'est-à-dire au moment de la destruction du bâtiment, où cette fois ils jouent leur morceau sans la résonance naturelle, mais qui est réactivé par les pédales. Donc sur cette série, j'ai travaillé avec une artiste berlinoise qui est musicienne et qui est aussi plasticienne, Laure Bauer, qui a travaillé voilà, sur 3 objets un peu différents de la première série. Cette fois, c'est gravé, la pédale est gravée. Voilà. Et donc elle a produit des objets en 3D, impression 3D issus des objets ramassés dans la maternité. Et donc cette collaboration avec ce groupe de musique a été l'occasion aussi pour un réalisateur normand, Mathieu Lyon, de réaliser un film qui sortira la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui documente tout le processus de création de cette série. Je vais aller vite sur la fin, vous montrer les images de la dernière série qui a été terminée en janvier dernier à Clermont-Ferrand, dans un bâtiment qui a été détruit aussi l'été dernier, qui a été baptisé la Muraille de Chine. Et donc c'était une invitation d'une association qui s'appelle Vidéoforme à Clermont,
qui m'a invité à faire cette série de pédales, qui a été un des enregistrements un peu sauvages, puisque le bâtiment était squatté, qu'il y avait des travaux en cours. Donc on a couru dans le bâtiment enregistrer ces résonances-là. On n'a pas pris autant de soin que ce qui a pu être fait à Notre-Dame. Donc voilà, cette série, c'est une artiste plasticienne qui s'appelle Évelyse Millet qui a travaillé sur cette série et qui a produit des photographies issues, pareil, plutôt des pierres ramassées sur le site. Voilà, et je vais terminer par un extrait de quelques minutes, je crois, de l'installation, pour vous permettre aussi d'imaginer les résonances de cette série à Hérouville, donc qui était le gymnase, le préau et la maison résidence pavillonnaire. Qu'est-ce que j'ai comme bon souvenir? Ma première coupe, alors. C'était pour nos 50 ans, je crois. Ils ont prétexté un problème à la maison pour nous faire rentrer. Et quand on est arrivé, il y avait 70 personnes dans la salle. Tout ça, vous dites, oh purée, ça va être effacé, quoi. Une des grandes questions, c'est de se dire, quand vous passez quelque part, je sais pas, vous avez votre copine ou des petits-enfants, vous dites, tiens, j'ai habité là. Mais vous avez quelque chose à montrer. Alors que là, j'ai habité là, il y a un trou, une buse, il n'y a plus rien à montrer, quoi. Donc en fait, c'est un pan de vie qui s'efface. C'est aussi tous les souvenirs qui sont avec. Et ça, des fois, c'est terrible. Voilà, c'est 20 ans qui sont effacés, quoi. Donc moi, j'ai grandi dans cet immeuble-là. Parce que c'était en face. J'aurais jamais fait d'escrime si c'était pas en face, en fait. J'ai passé des bons souvenirs, des bonnes ententes avec les collègues, les enfants, les enseignants. C'est vrai que non, c'est une école qui... Et ça fait un trou, en fait. On a passé des bons moments. C'est pour les souvenirs, les gens les gardent dans sa tête. Après, le bâtiment, s'il est plus là, il est plus là. Les souvenirs, ils sont toujours là. C'est une installation, si je dis pas de bêtises, qui doit faire 12-15 à peu près minutes. Voilà, c'était un extrait de, je pense, 2 minutes. Voilà, merci à vous, vous quatre. Donc vous avez eu 4 regards complémentaires sur cette discipline, l'archéologie sonore. Donc un éminent scientifique, un éminent professionnel du spectacle, une éminente médiatrice culturelle et un éminent artiste. Donc si vous avez des questions maintenant à leur poser, on a quelques minutes, je vais vous passer le micro si quelqu'un veut poser une question. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien. Du coup, j'avais une question pour Brian. Après, je ne sais pas si c'est top secret ou pas. Quand vous avez pris l'empreinte acoustique de Notre-Dame, combien de mesures vous avez faites et quel type de son vous avez utilisé? Un sweep, un pistolet? Oui et oui. Oui, j'ai gagné. Ok. J'oublie combien on a fait. Je pense qu'il y a facilement 200 ou plus combinaisons de source récepteurs. Mais en plus, on a des micros 3D qui sont plusieurs capsules. Donc, ça multiplie par 2 ou 3 ou 4 en fonction de micros. Donc, c'est des centaines de mesures. Surtout avec le sweep, mais comme backup, on fait ballon et pistolet. D'accord. Et tout ça, c'est utilisé pour calibrer le modèle. Et après qu'on a le jumeau numérique, on peut refaire n'importe quelle mesure qu'on a envie. Donc, c'est le projet avec le Châtelet, où ils ont une procédure, DNB, ils ont une procédure très spécifique pour des mesures qu'il faut faire.
avec la position de source récepteur. Nous, on a fait virtuellement les mesures qui fait normalement dans une salle. Et on a généré les nouveaux mesures pour DMB. Ok, vous avez poussé les mesures avec le format numérique, en fait, que vous avez créé. Comme si vous aviez fait plus de mesures dans la salle avec votre logiciel. Oui, oui. Avec le modèle, on peut. C'est comme un vrai salle. Donc, on peut. Après que c'est calibré par rapport aux mesures physiques, on peut encore faire des nouvelles mesures pour les points qu'on n'avait pas mesurés avant. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le vol du tapis volant, le tapis magique. On a défini après ce trajet et on peut simuler n'importe quelle position. Quand dans le projet du Tour Créative, s'il y a un discours de Notre-Dame et les visiteurs à un certain endroit dans l'église, on peut refaire des mesures à ces endroits. D'accord. Et du coup, dernière question, vous avez fait des mesures en hauteur, du coup, aussi? Vous êtes resté à une... Je pense qu'on a fait quelques mesures dans le triforium, donc sur le balcon, mais pas beaucoup parce qu'à cette époque-là, c'est pas facilement accessible. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Posez même sur la technique éventuellement ou sur les métiers de ces personnes. Silence total. Oui, monsieur. Oui, bonjour tout le monde, Terry Nelson. En fait, c'est pas une question, mais juste un petit commentaire. Donc, c'est un sujet qui est absolument passionnant, la reconstitution des espaces sonores pendant les temps. J'aimerais juste partager juste quelques petits points. J'avais eu une soirée très intéressante avec un facteur d'orgue qui était aussi compagnon. Et puis, il me disait c'est absolument essentiel que la conception de l'orgue va de pair avec l'espace architectural. Et puis, il m'avait posé une question. Est-ce que tu as remarqué l'espacement des piliers dans les cathédrales? Je dis, ouais, pas vraiment de manière précise. Il a dit, ils sont positionnés de créer les résonances sur un certain spectre de fréquences. Alors, est-ce que c'était calculé? Je ne suis pas du tout qualifié de dire, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Alors, si vous aimeriez aller plus loin dans le temps, je vous recommande fortement le temple de Dendera en Égypte. Alors, on parle d'immersive, j'ai horreur de terme, mais bon, moi, ça c'est moi. La spatialisation, être vraiment dans le bain. J'ai eu la chance de le visiter, puis j'étais avec un groupe, et puis moi, j'étais toute seule, donc je suis dans le son et l'acoustique. Tout d'un coup, j'entendais quelques voix, j'ai dit, mais il vient d'où? Donc, j'ai demandé à un de nos membres d'aller derrière un grand mur qui séparait la grande salle du temple avec un espace derrière où il y avait les prêtres, les danseuses, les chanteurs, les musiciens. Et puis, je les entendais absolument parfaitement. Donc, il y a un phénomène sonore aussi qui se passe là. Et l'autre temple, c'est le temple de Philae, où vous avez 3 chapelles en succession. Et puis, il y a la première chapelle, on va dire petit, deuxième chapelle moyenne, troisième chapelle grande. Et si je pense à l'époque, on chantait, jouait les instruments, avec chaque passage, il y a le son qui agrandit en spatialisation et sonore. Voilà, juste un petit commentaire qui pourrait être intéressant pour ce sujet. Bon, je me sens obligé de répondre au moins au premier. Ah, mais avec plaisir. Il n'y a aucune chance que la disposition de piliers était faite pour les raisons musicales, surtout pour un orgue, qui était installé quelques siècles après la fabrication de bâtiments. Pour Notre-Dame, où tous les cathédrales gothiques, l'orgue, il est arrivé bien après. En plus, les espacements des piliers, il n'y a pas de résonance avec un objet
aussi petit. Rien n'empêche que les colonnes, il y a un impact acoustique. Comme c'est la première surface de réflexion qu'on entend avec des choses plutôt comme des chanteurs. Donc nous, on est en train d'étudier la forme de colonne, par exemple, parce qu'à Notre-Dame, il y a une dizaine de profils différents pour voir quel est l'impact du profil. Mais en termes de disposition, c'est sûr que c'est structurel. Ce n'est pas une question d'acoustique, le placement des piliers. Très intéressant. Bon, je pense que c'est une situation où on peut utiliser peut-être le mauvais mot ou le mauvais... mais pour cet facteur d'orgue, pour lui, qui était compagnon, pour lui, c'est les piliers qui ont un effet. Alors, est-ce que c'est une résonance? Est-ce que c'est des réflexions qui partent dans toutes les directions et qui s'entremêlent, qui donnent une caractéristique sonore? Bon, c'est clair, à l'époque, on voit qu'ils avaient beaucoup de sous, ils n'avaient pas vraiment les orgues. Même si on a le premier orgue à Alexandrie, au temps d'Alexandre le Grand, donc c'était les chœurs, c'était le chant. Donc, c'est surtout l'espace acoustique qui se lève comme de la lumière dans les cathédrales. Et en termes de qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est un artefact? C'est ça que oui. Il y a peu de chances que les architectes de l'époque, ils ont pensé de l'acoustique. Oui, je pense, oui. Ouais. Et peut-être c'est aussi le moment où il y a tout le côté perceptif et le côté psychologique qui rentrent en jeu. C'est intéressant de voir le son dans ces termes-là. Combien de chanteurs professionnels de la maîtrise à Notre-Dame disent que entre le moment où il y avait ces grandes sculptures, ces grandes peintures, les mets qui étaient installés, et le moment où en fait ils avaient chanté sans, ils avaient très très peur qu'une fois que la cathédrale serait réouverte, on réinstalle les mets et que ça ait un quelconque impact sur l'acoustique. Finalement, ça n'en a aucun, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, on a fait des simulations en réinstallant les gros tableaux du Maze. Il n'y a aucun impact acoustique. Avec la configuration imaginerie. J'ai le souvenir d'un entretien où l'un des chanteurs dit « Lorsque je ne suis pas très très loin de la sculpture qui représente la Vierge du Pilier, qui est l'une des sculptures les plus connues de Notre-Dame de Paris, l'acoustique est très particulière, ma voix se déploie d'une manière très spéciale. Les mesures faites, non. » Voilà. Il y a un rapport entre le son, le côté mystique du son et ces bâtiments religieux qui est assez impalpable. C'est tout l'intérêt de faire de la science pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Non. D'ailleurs, ça me rappelle, votre question soulève un point dont on a discuté pendant la préparation. Vous disiez que parmi les historiens de l'art et les musicologues se posaient la question de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'on a créé des types de pièces musicales pour correspondre à une acoustique, ou est-ce que les gens ont fait des acoustiques en fonction des pièces musicales? En gros, il y a des débats là-dessus apparemment dans les professions. Toi aussi, Stéphane. Ce qui est certain en tout cas, c'est que certaines œuvres ont été créées en pensant à une acoustique particulière. Ça, par contre, ça c'est évident. L'inverse. Je pense que le temps qu'il faut pour écrire une pièce musicale et le temps qu'il faut pour construire une cathédrale, ça indique qui suit qui. C'est juste. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Finalement, tout ce qu'on vient de se dire pendant une heure, c'est réussir à mettre l'espace et le son à travers l'espace et le temps dans des boîtes, quoi. Dans notre cas, nous, c'est plutôt dans les Notre-Dame différentes avec le temps. Chez toi, c'est Notre-Dame dans un autre espace. Et chez toi, c'est la valise qui permet de transporter le son dans l'espace et le temps. C'est génial. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans la construction d'un gymnase, on n'a pas réfléchi à comment le son résonne. Ça, je peux vous le dire. Merci, c'est un très bon mot de la fin. Je vous remercie et je vous souhaite un bon salon.